Gente, boa tarde. Obrigado pela presença. Obrigado principalmente para todos aqueles que acompanharam esse evento até hoje. Eu acho que foi uma longa jornada. A gente, ali, pessoalmente, mas eu tenho certeza que uma opinião bastante compartilhada. A gente teve uma formação intensa a 3 níveis da imigração. Obrigado. Há 3 níveis da questão migratória. Evidentemente, a questão que foi levantada várias vezes, a institucional, o nível, evidentemente, teórico. Okay? Quando eu falo do institucional, na verdade, eu quero falar do institucional e o associativo, ou aquilo que eu já falei para vocês, que eu acho que vale trabalhar, que é a questão do que a gente chama de agência, essa relação entre o subjetivo e o institucional, justamente. Bom, até aí tudo bem, isso a gente tem todos os colóquios, mas eu posso dizer para vocês, só no seu colóquio tem também emoção. Eu acho, não sei quanto a vocês, mas eu senti uma emoção desde o início até hoje. Cada palavra, cada ato, cada gesto, cada presença, cada pergunta, cada resposta, você tem o rigor da teoria, mas você tem ao mesmo tempo a implicação subjetiva no sentido de querer transformar, de querer fazer, que também surge e reforça, como falaram as meninas de manhã, a nossa presença como estrangeiros e imigrantes, sabendo muito bem que a diferença é sociológica, a nomenclatura você sabe dessa diferenciação toda. E hoje, agora, para coroar essa jornada, para finalizar, para, como você fala aqui no Brasil, para fechar com chaves de ouro, convidamos a professora Catherine Vitor Duende para nos apresentar seu trabalho, que ela mesma se propôs gentilmente, na verdade, de fazer um tipo de síntese geral do colóquio todo. Vou apresentar brevemente a professora, mas falando justamente dessa linha subjetiva, eu provoquei a professora hoje de manhã, pedi para ela para falar também disso, que foi o João Vieira que postou, que na verdade descobrimos que a nossa convidada também tem um histórico migratório. A Catherine Wendel também tem uma história de imigração na sua família, de tal maneira, como se falava, como a nossa convidada Elitza ontem dizia, que a nossa língua é a migração, eu diria com Catherine que, na verdade, a migração também cria raízes. Eu costumo brincar com esse paradoxo. Temos em inglês roots e roots. Raízes, de racines e de chemin. Catherine Duendel est diretora de pesquisa do CNRS, que é o Centro Nacional de Pesquisa Científica da França. Ela é professora na Sciences Po Paris e ela tem uma imensa produção sobre de Paris, ela tem uma imensa produção sobre a questão migratória, com esse diferencial também, que a gente, na verdade, por isso, justamente essa identificação, a Catherine nunca se negou a tomar posição quando precisava. Ela é uma grande teórica, o trabalho dela é absolutamente isento de qualquer ruído ideológico, mas ao mesmo tempo, quando se trata de tomar uma posição, como ela fez, eu vou contar para vocês histórias com Zemmour, por exemplo, que ficou aquele episódio, ficou famoso, ficou conhecido. Então, para não me alargar mais do que isso, vou passar a palavra para a professora e, mais uma vez, agradeço eu em nome de todo o grupo, agradeço imensamente essa presença. Muito obrigado. Professora, a partir do maintenant, c'est à vous. Usa esse mesmo. Perdão? Usa esse mesmo. Esse microfone.
Ah, Merci au professeur Boa, merci à Mélanie. C'est donné beaucoup de mal que tout le monde puisse venir avec une logistique parfaite. Et les autres professeurs de cette université, le programme de l'IFRA, et de l'Université fédérale de Cairo, et donc tous ceux qui ont contribué par leur témoignage, par leur présentation aussi, pas seulement scientifique, mais aussi citoyenne, à enrichir ce colloque. Donc, merci à tous et surtout merci à vous de m'avoir fait confiance en président de faire la synthèse. Je vais essayer de rendre compte du mieux possible, pardon pour ceux que j'aurais oublié, de tout ce qui a été dit pendant ces 3 jours, en mesurant toutes les notes que j'ai aperçues que la matière était assez considérable. Alors, en fait, donc, effectivement, ça a été évoqué. Moi, j'ai une histoire migratoire, j'ai un nom qui est un peu compliqué à écrire. J'ai toujours du mal à tirer un billet de train sur une chaîne de gare en France parce que le H est mal placé parce que l'orthographe française par rapport au prix, etc. En fait, je suis c'est la Baltique à l'époque, une Baltique, c'était la Russie. Ma famille a quitté la Russie à la fin du XIXe siècle, au moment de la politique de russification qui était déjà menée par les tsars dans ces régions périphériques de leur empire. Ensuite, ma famille est venue en France, puis aussi en Amérique latine. On a 50 ans d'histoire latino-américaine dans ma famille. Mon père a étudié à la Sorbonne, l'espagnol et le portugais, parce qu'il avait passé son enfance en Amérique latine. Et mon arrière-grand-père, lui, travaillait dans les chemins de fer du Rio Paraná et il suivait le train. Donc il a vécu à São Paulo, à Santos, en Uruguay, donc à Montevideo et à Buenos Aires. Et mon grand-père a travaillé également à Montevideo et Buenos Aires. Donc la langue espagnole était couramment parlée dans ma famille. Et mon père a fait toutes ses études primaires et secondaire jusqu'au baccalauréat. À l'époque, il n'y avait pas de lycée français à Buenos Aires, donc en Argentine. Donc il a été très marqué par cette histoire latino-américaine qui était constitutive de notre histoire familiale. Et j'ai un beau-frère qui est argentin d'ailleurs. Et donc on est très proche d'une certaine façon de cette sensibilité latino-américaine. Ça c'est pour répondre à la présentation qui était faite, ce qui explique aussi peut-être cet intérêt, mais je ne sais pas, pour les questions migratoires, parce que ça fait partie intrinsèque de mon histoire familiale, où il y avait des quantités de problèmes de type de séjour, de réfugiés, etc. Dans ma famille, c'était un sujet malheureusement courant. Alors en fait, ce que j'ai essayé de montrer, c'est d'une part la diversité des thématiques, mais surtout le fait qu'on soit aujourd'hui à une sorte de tournant. On est dans un monde, ça a été rappelé, habité à penser la vie sédentaire, organisée par des États-nations du Nord qui ont quasiment le monopole de l'ensemble des politiques migratoires au monde. Ça a été rappelé le premier jour par André Area, l'essentiel de la gestion de l'immigration à travers la politique de visa est définie par les pays du Nord du monde. Et aujourd'hui, l'entrée en mobilité du monde, surtout depuis les années 1990, a partiellement changé la donne. Et je vais essayer de montrer comment vous l'avez développé pendant ces 3 journées de travail. D'une part, cette logique donc, est fortement remise en question par toute une série de flux nombreux qui se sont produits depuis ces 30 dernières années. Je rappelle qu'il y a environ 287 millions de migrants internationaux. On a dépassé les 110 millions de gens qui sont en situation de réfugiés dans le monde aujourd'hui. Aujourd'hui, on est à peu près à une égalité entre les migrants qui vont vers le nord du monde que ceux qui vont vers le sud, environ 140 millions de chaque côté. Les migrations sud-sud commençant à prendre le dessus sur les migrations sud-nord, mais on a aussi des migrations nord-nord et nord-sud qui sont moins nombreuses. Et pendant ce colloque ont été étudiés surtout 3 espaces migratoires régionaux. Je reprends l'analyse de Douglas Massey, un chercheur américain qui disait que dans toutes les régions du monde
sans aucune exception, il y a plus de migrants qui migrent de la région vers la même région que de gens qui vont ailleurs. C'est-à-dire que les migrations transcontinentales sont dans l'ensemble plus rares que les migrations régionales à l'échelle mondiale ou subrégionale. Donc on a étudié particulièrement trois espaces, qui est l'Europe, dans ses relations avec l'Est et la Méditerranée. On a étudié surtout l'espace latino-américain, un tout petit peu également l'Amérique latine avec le Mexique, mais surtout sud-américain. Et on a parlé aussi de l'Afrique, très présente au Brésil et également dans toute une série de nouvelles zones migratoires, comme ça a été présenté. Donc trois espaces sur lesquels se sont focalisés les travaux, à la fois des travaux scientifiques et des travaux qui sont issus de formes de citoyenneté associative avec plaidoyer qui ont été notamment extrêmement bien rendus pendant ces 3 jours. Alors, si on regarde un petit peu les thématiques, donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'aujourd'hui, d'une part, on est dans un contexte de crise, on parle de crise migratoire, de crise des réfugiés, de la crise vénézuélienne, de la crise ukrainienne, etc. Et le monde n'est pas très adapté à cette réalité, avec un certain décalage, c'était dit hier par notre collègue grec, entre les tentatives institutionnelles, notamment le pacte européen sur l'immigration et l'asile, et la réalité des situations migratoires, et les décideurs, c'est qui dit aussi pour toujours, ils ont toujours une vision beaucoup plus sécuritaire que les opinions publiques qu'ils croient représenter. Donc là, il y a une sorte de contradiction, si je veux dire, qui s'ajoute à ce qu'on pourrait appeler la crise migratoire, et avec une relative indifférence à l'égard de ce qui s'est joué à l'échelle mondiale en 2018, le pacte de Marrakech, qui a essayé de mettre autour de la table tous ceux qui s'occupaient des questions migratoires, les États du Nord, les États du Sud, mais aussi toute une série d'autres acteurs, comme les organisations non gouvernementales, les organisations internationales gouvernementales, les experts, les syndicats, les patronats, les églises, les associations de migrants, etc. Mais d'une certaine façon, les politiques ne suivent pas ce qui se dit dans ce pacte de Marrakech, malheureusement, parce qu'ils prônent une immigration sûre, ordonnée et régulière. C'est le sous-titre du pacte de Marrakech. Alors, on n'a pas seulement étudié ces régions de façon assez complète, mais on a essayé aussi d'explorer pendant ces jours des coins et recoins du monde dont on ne parle pas beaucoup et qui sont l'intérêt aussi de ce colloque, mais notamment des endroits dont on parle très très peu, surtout en Europe, le passage au Haïma pour les Vénézuéliens qui vont vers le Brésil et la Colombie. On a parlé un peu d'Italienne, on a parlé des Vietnamiens en Europe centrale, c'était surtout un reliquat de l'histoire soviétique, c'était une manœuvre qu'on trouvait dans beaucoup de pays d'Europe centrale. On a parlé de Mayotte, on a parlé des Dom-Tom, on a parlé des seigneurs du soleil dans les pays du Sud, dont le Maroc. On a parlé également de ce qui se passait à Manaus, du Brésil, qui devient pas seulement un relatif modeste pays d'immigration, mais qui est aussi entré dans cette logique migratoire. On a parlé également du personnel détaché, des femmes andines dans les pays d'Amérique latine, donc une quantité de thématiques assez peu étudiées, surtout en Europe, et qui ont enrichi considérablement ce colloque. Ensuite, pour compléter, et c'est surtout l'intérêt, c'est que toute une série de thématiques ont été lancées pendant ces 3 jours qui font un peu les outils, d'une certaine façon, des politiques migratoires différemment utilisées par les différentes régions du monde dont on a parlé. Alors on a dit que le droit à la mobilité, et ça je crois que c'est plus important, c'est ce qui se joue aujourd'hui, le droit à la mobilité comme droit de l'homme dans un monde en mouvement, c'est ce qui se passe aujourd'hui, avec toute une série d'instruments plus ou moins adroitement ou maladroitement mis en œuvre par les régions qui ont été étudiées. On a parlé du droit du sol, la supériorité
de ce continent, c'est précisément l'importance du droit du sol dans ces pays d'immigration, de peuplement, qui considèrent que cette histoire d'immigration, de peuplement est constitutive de leur identité. Et ça, c'est un atout considérable sur les pays européens qui ont beaucoup de mal à accepter cette réalité. Donc ça me paraît essentiel, et je pense que beaucoup de pays qui se découvrent aujourd'hui le terme d'immigration, d'installation, pourraient s'inspirer de la façon dont les pays d'Amérique du Sud, sans exception, et d'Amérique latine plus largement, ont utilisé ce droit du sol comme élément d'inclusion pour la conquête de nouveaux droits, et notamment à l'égalité des citoyens, même s'il y a encore beaucoup à redire, mais comme instrument de leur politique d'immigration, de peuplement. Deuxième thématique, deuxième instrument qui a été énoncé, on a beaucoup parlé de la lutte contre les discriminations. Ça aussi, c'est très très important. On ne peut pas être un territoire d'immigration, d'installation si on ne lutte pas contre les discriminations, notamment les discriminations raciales. On a peut-être moins parlé de la lutte contre les inégalités sociales, qui sont peut-être plus développées en Europe que dans d'autres régions du monde, mais on a parlé aussi, très important, du respect des conventions internationales. Je rappelle que le droit d'asile a été aussi, il y a encore 50 pays du monde, du Sud, qui ne sont pas signataires du droit d'asile, qui n'ont qu'une signature partielle du droit d'asile. On a expérimenté avec la crise syrienne, comme on a dit. La Turquie est signataire de la Convention de Genève, par exemple, sur l'asile, mais elle n'a jamais étendu le bénéfice de la Convention de Genève aux non-européens. Ce qui fait que les Syriens, comme on l'a dit hier, certains ont essayé de passer en Grèce parce qu'ils avaient une protection temporaire en Turquie qui a été appliquée, mais en revanche, ils n'avaient pas le statut de réfugié que certains qui voulaient quitter définitivement leur pays souhaitaient acquérir. Il y a d'autres pays comme l'Égypte qui sont signataires de la Convention de Genève et qui n'appliquent pas, n'ont pas de politique d'asile, mais il y a la possibilité d'avoir un petit papier délivré par le HCR pour reconnaître qu'il mérite la qualité de réfugié. Il y a des quantités de conventions internationales qui ne sont pas signées. La Convention sur les droits de l'enfant, par exemple, les pays du Sud ne l'ont pas signée en 1989. En revanche, la Convention des droits de tous les travailleurs migrants et de leurs familles, c'était rappelé à un colloque au Maroc il y a quelques années, a été signée presque exclusivement par des pays du Sud. Parce que cette convention, aujourd'hui, on est à peu près 56 signatures, elle reconnaît des droits minimums pour les sans-papiers, qui intéressent aussi, bien sûr, les ressortissants d'un certain nombre de pays du Sud. Aucun pays du Nord est signataire de la convention onusienne de 1990 sur les droits de tous les travailleurs migrants et de leurs familles. Ensuite, la question du multiculturalisme. Alors, les termes sont différents selon les lieux, mais le multiculturalisme, qui est presque un gros mot en Europe aujourd'hui, et ça a été rappelé par Béaria, du cosmopolitisme et de la diversité, qui ont une grande légitimité, notamment dans cette région du monde, ici, sont très très difficiles à imposer comme prêt-à-penser dans des pays comme les pays européens. Il a été rappelé que l'Europe est un continent d'immigration malgré lui, parce que les Européens ont beaucoup de mal à accepter que leur continent est devenu un continent d'immigration. Ça, c'est le gros problème que l'on a en Europe, même s'il y a toute une série de législations qui ont été mises en place. L'acceptation de l'Europe, et de plus en plus avec la montée des populismes, que l'Europe soit devenue un continent d'immigration, passe très très mal dans l'opinion publique, et donc il y a toute une série de régressions, si j'ose dire. On en a parlé hier à propos du droit du sol, à propos de cette idée que l'Europe soit devenue un continent d'immigration. Ce qu'elle partage avec d'autres régions du monde dont on n'a pas parlé, mais on n'a pas parlé de tout, le Golfe, par exemple, qui n'a plus d'immigration de travail, pour l'essentiel, ou le Japon, qui a besoin d'immigration et qui se referme sur une identité fondée sur l'idée de la pureté de ses habitants. Donc en fait, tout ça c'est très très important comme instrument pour entrer dans cette logique de pays d'immigration. Également, il a été rappelé, je crois que c'est très très important, surtout pour des Européens,
les fractures identitaires, religieuses et culturelles. En Europe, on aurait sûrement parlé d'islam, là on n'en a quasiment pas parlé, on est dans d'autres logiques, et je crois qu'il y a toute une sorte de portage politique, de politisation de ces thématiques dans les pays européens, et ici c'est beaucoup moins présent. Ensuite, on a parlé aussi de la nécessaire régularisation des sans-papiers qui existent ici ou là, selon les contextes. On a parlé un petit peu, mais pas beaucoup, des politiques sociales, des politiques diasporiques menées aussi par les pays de départ à travers leurs réseaux transnationaux de vie, surtout quand ils prennent conscience qu'ils sont passés, comme ça a été dit hier pour le Maroc, de pays d'émigration à pays d'immigration et de transit. Et on a décliné une série d'identités au pluriel, de formes de citoyenneté qui font partie de l'accompagnement de ce tournant dans lequel on est en termes de situation migratoire. Alors, qu'est-ce qui a été dit dans tout ça et comment les différentes régions du monde qui ont été présentées utilisent ces différents outils de façon souvent, chacun un peu de façon désordonnée, parce que le monde n'utilise pas tous les outils pour les raisons historiques qui ont été présentées. Alors, tout d'abord, sur l'Europe, donc André Area s'est longtemps penché sur le sujet, en rappelant que l'Europe avait beaucoup de mal. L'Europe n'a jamais eu donc prise de conscience véritable qu'elle était devenue une politique de peuplement, et l'arrêt de l'immigration, a-t-il rappelé, a figé la mobilité qui existait entre l'Europe et les pays de départ, avec une nouvelle donne à partir de 1990. On a eu toute une partie qui est entrée dans l'Europe, les pays de l'Est, qui sont entrés, eux, dans une circulation migratoire, alors que la Méditerranée est devenue la nouvelle frontière vis-à-vis du Sud, ce qui a accéléré le regroupement familial et figé donc, dans une très grande difficulté pour ceux qui avaient du mal à avoir des papiers en règle, en attendant une régularisation, de trouver une solution à leur statut. Parce que l'Europe ne se considère pas comme une région d'immigration, comme ça a été dit. Et comment trouve-t-on une solution à cela? L'Europe, il ne faut pas oublier, la plupart des pays européens, sauf l'Allemagne, ont suspendu l'immigration de travail en 1973 ou en 1974, c'est la France, et on n'est jamais revenu dessus. Il y a des exceptions pour les étudiants. Il faut oublier que la première migration en Europe, aujourd'hui, c'est les étudiants, parce qu'on ne sait pas beaucoup. Et puis ensuite, c'est les réfugiés. Ensuite, c'est les familles. Et ensuite, enfin, c'est le travail. C'est une toute petite partie, parce qu'on a fermé l'immigration de travail salarié, sauf très qualifié, dans la plupart des pays européens. Seule l'Allemagne est sortie de ce dogme de la fermeture de l'immigration de travail aujourd'hui. Ensuite, comment les choses se résolvent, on en a parlé, le travail détaché. Je ne vais pas m'y étendre, mais ça a été un aspect très intéressant qui a été développé avec une sorte de nouvelle façon très très légère, si je veux dire, en termes de statut, de trouver une solution aux pénuries de main-d'œuvre et puis beaucoup d'hypocrisie. Il a été rappelé que la Hongrie, par exemple, a fait venir plusieurs milliers de travailleurs d'Asie, alors que le discours officiel est un discours fermement anti-immigration. Ensuite, d'autres caractéristiques ont été présentées. Un aspect que j'ai trouvé très intéressant, qui est dit plusieurs fois, c'est que le discours des politiques est beaucoup plus anti-immigration que ce que l'on trouve souvent dans l'opinion publique. Alors qu'il s'appuie sur les sondages, mais beaucoup de domaines ne s'appuient pas sur les sondages, les politiques, mais là, il surestime d'une certaine façon, à des fins électorales, le réflexe anti-immigration, parce que si on regarde les sondages partiels sur toute une série de thématiques, on s'aperçoit que l'opinion est beaucoup moins anti-immigration qu'elle est présentée par beaucoup de décideurs politiques, soit à l'échelon national, soit à Bruxelles. Entre autres, par exemple, la France est le champion des mariages mixtes. Vous ne savez peut-être pas, mais c'est la réalité. D'autre part, 68% des Français sont favorables au droit de vote local et à l'éligibilité des étrangers non communautaires. Il y a des communes en France où il y a beaucoup d'étrangers non européens qui ne votent pas parce qu'ils n'ont pas le droit de voter. C'est un débat qui dure depuis 40 ans.
alors que 15 pays européens sur 27 ont adopté le droit de vote local et l'éligibilité des étrangers non communautaires, les Européens, eux, étant électeurs éligibles aux élections locales. Donc on a beaucoup d'autres éléments qu'on pourrait citer de cette manière, mais finalement ce qui a changé, ça a été dit par André Arena, c'est la mise à l'agenda. Pendant longtemps, moi j'ai fait ma thèse sur l'immigration en France, sur dépolitisation et politisation du thème de l'immigration. Et en fait, entre 1945 et 1974, en France comme dans d'autres pays européens, c'était pas un sujet, l'immigration. C'était pas à l'agenda, c'était un sujet dont on parlait, quand les ministres parlaient au téléphone, avec le téléphone internet, par Telex, etc., avec le ministre du Travail, mais avec un autre acteur dont on n'a pas du tout parlé pendant ce colloque, étonnamment, c'est le patronat. Le patronat, il avait un rôle très important. Aujourd'hui, il ne s'exprime plus, parce que sa base est très politiquement menacée par l'extrême droite, donc ils ne veulent plus s'exprimer, alors qu'eux, ils sont pour l'ouverture des frontières et ils veulent plus d'immigration, bien sûr, des grosses entreprises. Donc en fait, aujourd'hui, on est dans cette mise à l'agenda de l'immigration qui est le fait de la montée des extrêmes droites dans les pays européens, alors qu'il y a beaucoup de sujets qui sont tout aussi importants et qui sont fort peu mis à l'agenda des programmes politiques, et donc ça a créé une sorte d'hyper-idéologisation, on est au-delà de la politisation, une idéologisation de la thématique migratoire, alors qu'il nous faudrait, comme ça a été dit, un récit alternatif à la migration beaucoup plus positif. Et en fait, si le chercheur, ça a été rappelé aussi, c'est un sujet qui tient à cœur, qui essaye de dire on a quand même 40 ans, 50 ans de recherche dans beaucoup de pays du monde sur l'immigration, alors il n'est pas disponible. Sa voix n'existe pas face à l'utilisation des sondages. Là, on est dans votre champ de compétences, face aux journalistes, on n'en a pas beaucoup parlé, mais ils ont un rôle important aussi de relais, et face à la façon dont on parle des thématiques migratoires, par fascination, si j'ose dire, par le discours d'un certain nombre de leaders d'extrême droite sur la question. Donc on n'a pas de poids comme universitaire, c'est dit, et donc Ulrich Beck, s'était rappelé, distingue entre le pouvoir scientifique et le pouvoir politique et dit que le discours des scientifiques est inaudible, ce que disait déjà Max Weber à propos de ces trois essais sur le savant et le politique. Ensuite, on aborde donc la question de l'Amérique latine. Donc, on a eu beaucoup de présentations de presque tous les pays ont été ouverts pendant ces 3 journées, et le passage notamment d'une émigration régionale à une transformation d'un certain nombre de pays en pays d'immigration. Certains l'étaient, d'autres l'étaient moins. La plupart des pays andins, c'est sans doute l'espace régional le plus parfait, si j'ose dire, au monde, puisque la plupart des migrations d'Amérique du Sud viennent d'Amérique du Sud. Bien sûr, on a d'autres destinations, mais la plupart des gens de des pays andins migrent vers les autres grands pays de l'Amérique du Sud. Donc, c'est un phénomène presque qui illustre parfaitement les théories de Douglas Massey. Et les transformations sont le fait que certains pays ne sont pas seulement des pays de départ, ils sont aussi des pays de transit, des pays d'accueil, des crises politiques. Ces pays-là qui ont été évoqués, qui ont transformé le sens des mobilités avec la Colombie, entre autres. Et donc, on est dans une logique qui a changé, avec pas seulement construire faire nation, avec les différentes populations qui sont arrivées dans ces pays, mais aussi inclure la solidarité avec les nouveaux venus, notamment les réfugiés. Ensuite, d'autres exemples ont été cités, je ne pourrais pas tout citer, mais je dirais que, disons, l'équilibre se fait à travers la notion d'interculturalité. C'est une chose qui est complètement démodée en Europe. Moi, j'ai travaillé dans la valorisation de l'interculturalité, qui est d'ailleurs à la base de la création du musée de l'immigration à Paris, c'était l'association pour le développement des relations interculturelles. On a oublié que c'était le point sur lequel, la structure sur laquelle s'est appuyé le musée pour exister. Mais aujourd'hui, on parle plus du tout d'interculturalité, c'est un sujet complètement démodé depuis les années 80, alors que c'est encore très actif dans les pays d'Amérique du Sud. C'est un projet social
est un projet culturel extrêmement important qui donne de la légitimité au phénomène migratoire avec les autres instruments dont j'ai parlé, dont le droit du sol, dont la lutte contre les discriminations raciales, etc. C'est inscrit directement dans la notion de citoyenneté et aussi l'importance de la participation politique des associations. On a eu énormément de témoignages très riches, très variés pendant ces 3 jours, grâce aux associations qui ont présenté leur plaidoyer, notamment les femmes migrantes. On parle très peu des femmes migrantes souvent en Europe, mais là, on les a vues vraiment à l'action et dans toute une série de registres, compte tenu de leurs différentes identités, elles ont présenté leur place dans la société civile. Et ça, je crois que c'est vraiment à l'actif, c'est dans la culture très souvent qu'on trouve en Amérique du Sud. Et on a vu le rôle qu'elles pouvaient avoir pour occuper la société civile sur la thématique de la visibilité de la question migratoire. Alors qu'en France, elles sont beaucoup moins présentes. Alors on continue avec d'autres pays, l'Amérique latine, qui assistent sur la mosaïque culturelle de leur histoire, etc. Et notamment sur les échanges aussi de populations qui sont liées à des dimensions démographiques. On a parlé notamment du Chili en la matière, et également qui a d'ailleurs plus de migrants que le Brésil, et qui reçoit donc plus de migrants que des migrants. Et on a parlé de la mobilité comme question la plus centrale dans ce sous-continent, et notamment qui essaie de décliner les identités au pluriel. Et je crois que là, il y a une avance considérable sur l'Europe en la matière. Ensuite, on a parlé de l'Afrique. Alors, je ne pourrais pas traiter de tous les pays qui ont été proposés en exemple d'études, mais l'intérêt pour le Maroc est tout à fait à mentionner, puisque le Maroc, c'est comme tous les pays de la rive sud de la Méditerranée, c'est un territoire donc, de départ qui est devenu un territoire de transit et aujourd'hui un territoire d'accueil. C'est vrai aussi de l'Algérie, c'est vrai aussi de la Tunisie, qui ont moins de politiques développées dans la prise de conscience de ce tournant, si j'ose dire, mais le Maroc donc, essaye de se penser aujourd'hui comme pays d'accueil, avec beaucoup de contradictions, parce que tous ces pays de la rive sud de la Méditerranée sont pressés, ça a été rappelé, par l'Europe pour contribuer à l'externalisation des frontières. Qu'est-ce que c'est que l'externalisation des frontières? Ça veut dire qu'on ne gère plus nous-mêmes nos frontières, on fait aussi bien en France à l'égard du Royaume-Uni. C'est un sujet qu'on n'a pas traité, mais c'est une curiosité, si vous dire, en Europe, on est les seuls à faire le travail qu'on demande à faire au pays du Sud dans l'externalisation de la frontière. Mais tous ces pays du Sud ont des accords, c'est rappelé, bilatéraux, multilatéraux, avec l'Europe pour contrôler ce qu'on appelle le containment, contrôler les départs et reprendre éventuellement les personnes qui sont reconduites par l'Europe vers les pays de départ ou de transit. Et donc il y a toute une série de résistances et ça vient en contradiction avec la volonté de ces pays de se faire de pays d'immigration parce que ça crée beaucoup de difficultés à l'intérieur. Et d'autre part, c'est aussi donc la frontière s'épaissit sur l'ensemble des territoires, seulement à la frontière, mais à l'intérieur du territoire, et en même temps, c'est le lieu de toute une diplomatie migratoire. On n'en a pas beaucoup parlé pour l'Amérique du Sud, mais beaucoup de pays du sud de l'Europe sont dans cette diplomatie, et à l'est aussi, entre la Pologne et la Biélorussie, on a eu ce genre d'exercice il y a 3 ans, entre la Russie et la Finlande, etc., faire pression sur la frontière de l'Europe pour essayer de faire changer d'idée, mais aussi avec le Sud, il y a des accords, on négocie des accords de reconduction à la frontière. Si vous voulez des visas, vous acceptiez des sans-papiers, etc. C'est le lien d'une intense, c'est le lieu d'une intense diplomatie migratoire, mais qui se développe aussi de façon positive pour le pays de départ, à travers les politiques diasporiques à l'égard de ceux qui sont à l'extérieur, qui est une force. La Turquie et le Maroc, qui sont les 2 pays qui ont le plus de migrants non-européens en Europe, sont riches de leur diaspora, qui peut être un instrument aussi de présence par migrants interposés dans les pays européens, et en soignant, si j'ose dire, leur diaspora, qui envoie beaucoup d'argent,
dans les pays de départ, pas tout non plus, c'est vrai aussi du Sénégal, dont on a parlé, et ces pays ont toute une politique d'attention à l'égard non seulement de leurs élites à l'extérieur, mais aussi de leur vie associative, y compris religieuse, et aussi, bien sûr, de leurs migrants quand ils reviennent chez eux l'été. Donc tout ça, c'est très important. Et un des gros problèmes de la Méditerranée, on en a parlé un tout petit peu, mais pas beaucoup, c'est à la fois gérer les sans-papiers qui arrivent et en même temps le fait des pays de tourisme. C'est une contradiction qu'on trouve peut-être au Mexique. On n'en a pas parlé, mais c'est un aspect très important. Si on est une ligne directe, faire venir les touristes en même temps qu'il y a des sans-papiers qui arrivent, c'est compliqué, surtout si la ligne est petite. Mais il y a aussi le phénomène des retraités au soleil dont on a parlé, c'est des nouvelles migrations nord-sud, pas très importantes, mais qui se développent dans le monde entier. Les Japonais vont aux Philippines, les Français vont au Maroc, par exemple, et les Américains vont au Mexique. Ça fait une nouvelle migration qui donne la mesure de cette entrée en mobilité du monde, pas seulement pour y travailler, mais pour y passer sa retraite. Et donc, ça contribue à élargir le paysage migratoire de pays qui sont devenus aussi des pays d'accueil. Je ne vais pas m'étendre plus là-dessus. Je voudrais seulement dire que les réponses à ces différentes situations, en fait, sont pour l'instant assez maladroites. On a parlé hier par notre collègue grec du pacte européen sur l'immigration et l'asile. Il a dit que c'était donc une solution pour l'instant qui n'était pas assez mûrie et que pour l'instant c'était une sorte de réponse un petit peu morte, si j'ose dire, parce qu'elle ne contribue pas à aller plus loin dans une réflexion sur la politique migratoire européenne, parce que le pacte est dominé par la dimension sécuritaire, le contrôle des réfugiés, la gestion du plein, etc. Il a parlé de un pas vers le vide, il parlait des accords du pacte européen. Je rappelle que le pacte, pour les juristes, ce n'est pas un traité, hein, c'est un accord sur des lignes générales, mais ça ne tient pas juridiquement les pays européens à nécessairement suivre les éléments du pacte. C'est une dimension générale. Les 2 tiers sont plus sécuritaires. Après, il y a l'idée de sanctionner les pays de l'Est qui n'accepteraient pas ce que nous avons dit, en compte de reprendre, d'accepter les réfugiés. Donc, autant de personnes que vous ne prenez pas, taxer personnes, etc. Donc, l'idée du partage du fardeau. Et pour l'instant, tout ça est extrêmement maladroit. On est dans le double discours, double standard. On a parlé pour la Belgique ukrainienne et dans beaucoup d'hypocrisie de la part par rapport à la réalité des choses. Alors, pour terminer, rassurez-vous, je dirais que, alors, on me posait la question initialement de la recherche dans la communication interculturelle dans un contexte historique en compte de l'actualité. Je dirais un des grands sujets, ça a été dit d'ailleurs, comment convaincre. On a fait état ici de toute une série de travaux, d'enquêtes extrêmement approfondies. On a cité des auteurs, j'ai parlé de Brunbeck, on a parlé plusieurs fois de Sayad, on a parlé d'autres auteurs qui ont été cités, que j'ai cités tout à l'heure, mais c'est pas très grave. On a parlé ici de John Torpey, etc. Donc toute une série d'auteurs ont été cités. On a cité toute une série de concepts, aussi l'intersectionnalité, le transnationalisme, l'interculturalité, la notion de carrière migratoire, la politisation et la dépolitisation des thématiques migratoires, la notion de diaspora et de minorité, les catégorisations des migrations évolutives, etc. Tout ça, ça a été cité. Mais en fait, la difficulté avec ce travail savant qui a été fait, c'est d'arriver à imprimer, si je veux dire, les décideurs. Il y a un décalage colossal entre le discours savant et la pratique politique. Il y a un décalage énorme parce que finalement le discours savant n'intéresse pas le décideur dans l'ensemble. Et ça, je crois que c'est un problème majeur qui concerne sans doute moins l'Amérique latine que l'Europe, mais peut-être moins aussi l'Afrique, qui est peut-être, disons, beaucoup plus tolérante en réalité
à l'égard des réalités migratoires. Beaucoup de migrants dans les enquêtes, dans les pays africains, sont tolérés comme sans-papiers, sont tolérés comme gens qui cherchent l'asile, ils s'installent dans des petits métiers, etc. Mais il n'y a pas la construction idéologique aussi forte, même s'il y a aussi une discrimination, que trouver dans nos pays européens. Donc il y a une certaine tolérance à l'égard de l'informel, si j'ose dire, en matière migratoire. Et donc, ils vivent avec ces flux qui circulent à l'intérieur des pays africains, surtout d'ailleurs par continuité. C'est aussi un grand continent d'immigration en mobilité, d'immigration de voisinage, avec beaucoup d'immigration intra-africaine, contrairement à ce que certains pensent. Et la difficulté, donc, c'est de convaincre du tournant dans lequel on est entré, considérer la mixité culturelle comme quelque chose de positif, ce que vous faites ici, ce qu'on fait moi chez nous, et en considérant que ce n'est pas une forme de décadence. Donc, tout ça, c'est très important. Alors pourquoi tout d'abord, la première raison de cette difficulté à convaincre, c'est la difficile rencontre entre ce savoir qui n'est jamais vu par les décideurs et puis les processus de prise de décision qui répondent surtout aux effets de mode, aux sondages d'opinion tels qu'ils sont utilisés, à un certain prêt-à-penser populiste qui finalement l'emporte sur les chiffres, les analyses, les définitions, les enquêtes, les mises en perspective, qui baissent peu par rapport aux images qui ne correspondent pas à la réalité de l'invasion. Les débarquements sur l'île de la Pérouse, par exemple, ou sur les îles grecques, c'est toute une série d'éléments comme ça marquent l'opinion publique, alors que ça n'a rien à voir avec la réalité des flux, qui est beaucoup plus, disons, légale. Deuxième point, peut-être aujourd'hui l'approche guerrière de la façon dont il faut lutter contre les migrations. Une approche guerrière, l'idée non seulement du choc des civilisations, mais aussi la nécessité donc, de lutter contre les phénomènes migratoires avec un effet donc, très marqué, notamment chez ceux qui pensent que le déclin est annoncé avec l'acceptation de phénomènes migratoires et qui sont beaucoup plus difficiles. L'approche guerrière est plus facile finalement à faire accepter par beaucoup que la construction patiente du dialogue des cultures, de la mixité socio-culturelle qui inclut la lutte contre les discriminations, la construction d'une mémoire collective et la définition d'une citoyenneté inclusive. Enfin, les pays qui ont du mal à se vivre comme pays d'immigration, d'installation et de peuplement malgré eux ont beaucoup plus de difficultés à appréhender la réalité de l'entrée en mobilité du monde à l'échelle globale, car en fait, pour eux, ils ne sont pas des pays d'immigration, de peuplement, et ils considèrent, donc, ils ont beaucoup de mal à considérer que l'immigration soit constitutive de leur identité, et ils ont beaucoup de mal à valoriser le métissage et la mixité culturelle, ainsi que la créativité culturelle apportée par l'immigration. Et c'est ce à quoi s'emploient, entre autres, les phénomènes de mémoire, les musées d'immigration, etc. Donc je terminerai là-dessus. Je dirais que cette entrée dans 3 régions du monde très différentes, pour terminer, avec des outils que j'ai cités, inégalement et plus ou moins maladroitement mis en œuvre par chacune de ces 3 régions, l'Europe, les pays africains concernés par la migration, soit les départs, soit le transit, soit l'accueil, et l'Amérique du Sud, donc, sont dans cette phase de tournant migratoire. Certains sont déjà entrés dans un tournant décisif, le droit du sol, qui fait partie de l'Amérique du Sud, notamment l'acceptation de la diversité, du cosmopolitisme et du multiculturalisme, qui sont des gros mots en Europe, comme je l'ai dit, l'inclusion de la citoyenneté, donc notamment des migrants dans leur définition de la citoyenneté plurielle, mais il y a encore beaucoup sur, notamment on n'a pas beaucoup parlé des questions sociales, c'est-à-dire relevées par
André Arella, le social et notamment les inégalités sociales sont un sujet central dans la question migratoire. On est surfé sur le culturel, sur l'expression, mais pas tellement sur la fracture sociale aussi qui habite la question migratoire. Et également la dimension institutionnelle, la régularisation des sans-papiers, le statut des femmes et surtout donc la signature des conventions internationales. L'Europe, de ce point de vue-là, est peut-être plus avancée parce qu'elle s'y engage, et donc la signature du droit d'asile, la signature des conventions sur le droit de l'enfant, sur toute une série de dispositions sont quand même clés pour entrer dans ce tournant qui reconnaît plus de droits à ceux qui sont mobiles et ne sont pas sans mettre l'accent que sur ceux qui sont sédentaires. C'est un lourd travail dans lequel on est entré dans plusieurs régions du monde, les 3 qui ont été notamment étudiés pendant ces 3 jours, mais je pense qu'il faut considérer tous ces outils comme des instruments pour épouser ce tournant migratoire dans lequel on est entré. Muito obrigado, professora. 2 coisas. Obrigado por esse trabalho muito interessante e também meus parabéns por essa capacidade extraordinária de sintetizar as falas e as ideias que circularam aqui durante 3 dias e algo que só se torna mais interessante ainda do que na hora que foi debatido. Muito obrigado e meus parabéns mais uma vez. Evidentemente, eu fico feliz que ainda temos tempo para debate, porque eu acho que essas ideias trazidas, processadas, tratadas, que se tornaram verdadeiramente um construto teórico a partir do qual a gente pode trabalhar, tenho certeza que cada um está sendo interpelado agora para repensar o que diz, o que pensava, em função de esse nosso aprendizado comum. E a ideia justamente é esta, o comum. Debate aberto. Catherine, tu disais tout à l'heure que les États africains, en tout cas les sociétés africaines, je ne sais pas si tu parlais vraiment d'États ou de sociétés africaines et dans une certaine mesure latino-américaines aussi, étaient davantage ouvertes à la question de la migration, à la migration informelle. Et je me demandais, est-ce que cette possible ouverture aux dynamiques informelles de la migration, transfrontalière comme migration en manière générale, n'était pas liée aussi à la conception, ou en tout cas au rapport, plus qu'à la conception d'ailleurs, au rapport que ces sociétés entretiennent avec cette chose, cette création qu'on appelle l'État moderne. C'est une très bonne question. Alors, d'abord, je pense que pour l'agenda des pays du Sud, dont on a parlé un petit peu, notamment du continent africain, une des difficultés pour beaucoup d'entre eux, c'est de ne pas avoir le droit du sol. Ce sont les pays d'islam qui sont les droits du sang, pour la plupart d'entre eux. Les pays asiatiques sont tous des pays de droit du sang. C'est un obstacle considérable pour faire société avec les nouveaux arrivants. C'est le problème de la Chine, on ne sera jamais chinois, on ne sera jamais japonais. Les Nikkei qui sont partis au Brésil, ils ne réobtiendront jamais complètement la citoyenneté japonaise. Donc tout ça, c'est un obstacle considérable pour devenir des pays qui véritablement d'immigration, d'inclusion comme citoyens des nouveaux venus. En revanche, effectivement, je pense que cette relative tolérance, telle que j'ai pu l'observer dans les travaux des étudiants, notamment à l'égard de l'immigration informelle dans un certain nombre de pays,
s'explique aussi par le fait que, d'une part, peut-être que la question des frontières n'est pas nécessairement très importante pour eux. Les gens souvent migrent quand il y a des crises politiques à répétition dans le pays d'à côté. Donc la différence entre l'immigration interne et l'immigration internationale, quand c'est une immigration de voisinage, n'est pas perçue comme nécessairement très importante, sauf qu'ils n'ont pas les pays européens pour leur demander de contrôler leurs frontières, qui leur imposent de la frontiérisation, si je puis dire, de leur territoire. Je pense qu'effectivement, ce serait des Bonjour. Moi, je n'ai pas de question, mais je souhaite dire ceci. Je suis vraiment heureux d'être ici parmi vous. Ça m'a fait vraiment très plaisir de sortir de mes occupations administratives et de pouvoir, pendant 3 jours, avoir ce grand plaisir de réfléchir sur les thématiques qui me tiennent à cœur, qui me tiennent à cœur, et puis aussi de vous écouter. Merci beaucoup, Catherine. Merci beaucoup, professeur Maharji. Merci, Mélanie. Merci toute l'équipe qui ont eu cette amabilité de faire en sorte que ces 3 jours soient des moments en plus des moments intenses de réflexion et de débat, mais aussi des moments de plaisir de voir les uns et les autres autour, parfois non seulement de la table de débat, mais aussi de table de banquet le soir, etc. Et ça nous a fait vraiment plaisir. Je souhaite en même temps proposer quelques éléments qui pourraient aussi enrichir nos rencontres. C'est vrai que le colloque se tient annuellement. Et c'est un regard croisé entre différents composants, les chercheurs d'un côté, les militants de la société civile d'un autre. Et je souhaite qu'on ouvre un peu à des journalistes spécialisés, mais aussi à des politiques. Parce que c'est là la tour sera bouclée, en fait. Il n'y aurait pas que les académiciens qui, généralement, nous avons tendance à avoir un angle de réflexion assez particulier, parce que nous sommes tenus de suivre des méthodologies déterminées et qui sont un peu connues par tout le monde, mais aussi il y a l'approche journalistique qui est aussi importante. D'accord? Parce qu'on y voit des choses que, c'est pas que nous ne voyons pas, mais on ne prête pas suffisamment attention. Mais aussi, il y a les politiques, ceux qui décident. Parce que souvent, ils doivent, nous aurions les entendre, bon, ils nous entendent souvent, mais ils doivent nous entendre également. Ça, c'est important. Une autre proposition que je souhaiterais c'est de peut-être profiter de ces rencontres pour peut-être rendre hommage à des grandes personnalités académiques qui ont pu quand même apporter énormément à l'attention de la réflexion concernant des questions migratoires partout dans le monde. D'accord? Et dernièrement, je souhaite, parfois il va falloir à un moment donné passer le relais aux jeunes, passer le relais à ceux qui aujourd'hui, et on les voit également, et je vois dans leurs yeux un peu cette lueur qui nous dit là sur ce qui pourrait nous attendre. Ça c'est important. Je pense que Mitra pourrait organiser ou proposer le prix Mitra. Alors le prix Mitra, c'est peut-être, ça serait discerné aux meilleurs travaux des jeunes de Florence ou au nord comme au sud, à l'est comme à l'ouest, et qui se distingueraient par leur peut-être approche novatrice et qui nous permettent aussi de voir et d'avancer et d'espérer. Voilà, je vous remercie. Porque, evidente, falei português.
é claro, o seu colega tem absolutamente razão. Eu queria só atualizar aqueles que não são daqui, porque vocês pegaram uma edição do conjunto de 11 edições do Fórum, do Colóquio, e de 8 edições do Simpósio. São 2 eventos complementares. Mas, na verdade, bom, comme dirait l'autre, quand j'entends le mot journaliste, je change de trottoir. Mais, à part ça, a gente tem aqui nossa convivência, trabalhamos sim com jornalistas, mas não todos. A gente aqui, porque aqui é uma família também, sabe? Eu vi, o mais velho de todo esse grupo aqui, e eu vi gente crescendo. Eu vejo gente crescendo nos 2 sentidos, crescendo de idade e crescendo de humanidade. Não todos, evidentemente, mas a maioria. E um dos meus orgulhos aqui, Camila pode me corrigir, é que o nosso amigo jornalista Rodrigo Borges, que infelizmente não está aqui com a gente, que era jornalista profissional comercial da Folha de São Paulo, se rebelou, porque o campo dele é o jornalismo, mas não interessa a imprensa. Não interessa a imprensa em termos sociais e políticos. Interessa a imprensa em termos quase exclusivamente sensacionalistas. Aqui no Brasil, já fiz uma análise, o discurso vai entre o paternalismo e a vitimização, não tem outra opção. Rodrigo Borges saiu da Folha de São Paulo, o maior jornal do Rio de Janeiro, do Brasil, um dos maiores da América do Sul e América Latina, para criar um jornal dele mesmo, que chama Migramundo. A gente acostuma convidar ele, e para completar, agora ele completou um mestrado na Metodista, o Camila Scuder é professora, justamente sobre a temática migratória. Então, sim, trabalhamos com jornalistas, mas jornalistas que têm essa consciência histórica e também querem se implicar nessa missão de tornarmos um mundo um pouco melhor. Bonsoir professeur, en tout cas c'est un plaisir. J'avais une question sur un point qui n'a pas vraiment été mentionné. Quel est votre point de vue en rapport avec une nouvelle, bon pas une nouvelle, grande, une ligne d'immigration des immigrants environnementaux, par exemple. Exactement, justement, c'est pour ça que je voulais, si possible, essayer un peu d'en parler, parce que généralement c'est une ligne d'immigration qui est extrêmement pauvre, quand on voit des Afghans en Afrique aussi. Donc j'aimerais avoir un peu votre point de vue là-dessus, sur l'immigration environnementale. Merci. Tout à fait, je vous remercie. Il y a des sujets dont on n'a pas parlé, que j'ai rapidement cités, notamment la dimension sociale. Je l'ai dit tout à l'heure de l'immigration. On a très peu parlé du patronat, des syndicats, pas beaucoup des journalistes, et on n'a pas du tout parlé des déplacés environnementaux. Ça, vous avez raison de l'avoir signalé, parce que c'est surtout un sujet sud-sud des déplacés environnementaux. Le Nord est considéré comme plus ou moins responsable de cette situation, mais c'est le Sud qui aujourd'hui est affecté par cette réalité, à la fois qui sont des phénomènes de réchauffement climatique, mais qui sont aussi d'autres éléments peut-être moins directement liés au réchauffement climatique, qui sont l'activité terrestre, tout simplement, qui a toujours existé, mais qui est plus ou moins visible plus rapidement maintenant que dans le passé, même si dans le passé on n'avait peut-être pas des moyens de mesure aussi précis que ce qu'on a aujourd'hui, notamment les éruptions volcaniques, les cyclones, les tornades, etc. Indépendamment. Alors c'est vrai que les pays du Sud pourraient être affectés. Aujourd'hui, pour l'instant, d'après ce que disent les collègues qui travaillent là-dessus, d'une part, il n'y a pas de statut pour les déplacés environnementaux. Aucun statut pour les déplacés environnementaux parce que le HCR, le commissariat aux réfugiés, a considéré qu'ils n'étaient pas persécutés, qu'il n'y avait pas une crainte fondée de persécution, donc ils n'avaient pas de raison d'entrer, même si ce sont des migrations forcées, dans le statut des déplacés des réfugiés, premièrement. Deuxièmement, et le GIEC a plusieurs fois dit que c'était des phénomènes, ce qui est vrai, des phénomènes régionaux plutôt que mondiaux, donc il fallait régler à l'échelon régional, ce qui paraît hautement utopique, le statut des déplacés environnementaux, puisque ce sont des phénomènes régionaux.
Je pense que l'habitant privilégié, il leur rappelle avec conviction juridique que celui qui habite les îles Épiennes entre le Danemark et l'Allemagne. Et ça, c'est une autre question, enfin, c'est là-dessus. Ensuite, maintenant, il y a un peu de jurisprudence là-dessus, quand même, certains font valoir. Il y a des pays qui habilement sont devenus des spécialistes de la diplomatie des migrations environnementales. Les pays les plus mal lotis, si j'ose dire, comme le Bangladesh, qui est l'un des premiers pays au monde consacrés par ce sujet, notamment la satellite Delta, donc quand il y a les glaciers qui l'Himalaya fondent, les fleuves montent et les gens sont envahis. Il n'y a pas beaucoup de journalistes sur place, il y a des milliers de morts, mais on n'en parle pas beaucoup. C'était le Pakistan récemment aussi. Donc il y a beaucoup de ces, surtout les pays d'Asie qui sont les plus concernés, et les îles du Pacifique, les Maldives, qui menacent de passer sous le niveau de la mer à l'horizon de la fin de ce siècle. Donc ça c'est un sujet fondamental avec des pays qui vont disparaître, des États, des îlots, etc. Aucune solution pour l'instant. Certains vont essayer de se réinstaller en Nouvelle-Zélande, un peu difficilement, mais pour l'instant c'est non traité, si je veux dire. L'essentiel des migrations environnementales sont des migrations internes dans leur pays. Parce qu'à la différence des migrations qu'on a vues, donc on a parlé des épicés, qui ne sont pas toujours les gens riches, mais ce n'est pas non plus les plus pauvres. Parce qu'ils ont organisé leur voyage, ils ont rencontré des passeurs, etc. Ils ont des réseaux, on a parlé des diasporas pour les accueillir. Eux, c'est les plus pauvres, c'est les gens qui vivent de la terre, de la pêche, de l'agriculture, etc. Et donc, c'est les plus pauvres du monde. Et ils ne veulent pas bouger beaucoup. Ils cherchent le même mode de vie que ce qu'ils avaient avant les catastrophes. Donc, ils vont souvent dans leur propre pays. Les 2/3 des déplacés environnementaux pour lesquels on n'a pas de chiffre précis, parce que beaucoup de pays n'ont pas de comptabilité de leur mobilité interne, se déplacent chez eux, dans leur pays. Et une partie va à l'extérieur, mais ce qu'il y a à l'extérieur, c'est le tiers, mais c'est aussi des conflits que l'on considère comme des situations environnementales qui deviennent des conflits. Le Darfour, c'est une crise environnementale, parce qu'on a encore dit beaucoup, mais c'est quand même de l'accès à la terre, une population de pasteurs d'un côté, et de l'autre, une population africaine, subsaharienne et arabe qui voulaient s'approprier les terres de ces pasteurs, et donc ça a dégénéré dans un conflit ethnique qui est devenu un conflit, une guerre civile, si je veux dire, et qui a débordé sur le Tchad, même si l'essentiel sont restés au Darfour, ont essayé de se réfugier en Égypte. Donc il y en a beaucoup d'autres comme ça, qui sont catégorisés comme crises politiques, mais qui ont leur source dans des déplacements environnementaux. Et aussi un autre aspect qui commence à se discuter, c'est que certains, il y a tout un début de jurisprudence là-dessus, comme ils n'ont pas de statut, de situations qui font valoir que l'absence de réponse de l'État, disons l'indigence de la réponse étatique, équivaut à une forme disons, de maltraitance, si j'ose dire, et qui pourrait justifier une protection. Parce que si l'État ne fait rien pour endiguer la crise à venir, effectivement, c'est une forme de persécution. Il y a une réflexion là-dessus dans les pays qui sont en crise, jusqu'à aucune réponse sur la thématique des milliers de personnes qui sont menacées. Mais les pays du Sud sont beaucoup plus menacés que les pays du Nord, et notamment les pays voisins de ces crises, les pays voisins du Sahel, les pays voisins des montées des eaux, etc., sont directement affectés dans le futur par ces migrations environnementales, mais beaucoup sont déjà actuelles. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas uniquement la migration du futur, les déplacements environnementaux, c'est des migrations d'aujourd'hui, mais qui ne sont pas caractérisées comme telles. Il y a des demandeurs d'asile, il y en a beaucoup, qui en fait sont victimes de situations environnementales, mais qui ne peuvent pas demander un statut environnemental, et bien ils vont essayer l'asile. Donc il y a tout un bricolage autour de la politisation de leur conflit pour essayer d'entrer plus ou moins dans la catégorie des demandeurs d'asile, par exemple, ça se retrouve dans les différentes commissions qui font l'accueil de ces demandeurs d'asile, le tri de ces demandeurs d'asile, donc là il y a un vrai sujet. La
l'absence de statut est un problème majeur. Ça fait partie des réponses maladroites, si j'ose dire, à ce tournant migratoire auquel je fais. Obrigada, professora. Muito importante, interessante seu aprofundamento sobre a questão da migração e as diferentes crises que vivemos. Eu tenho trabalhado um pouco no programa de psicossociologia de comunidades de ecologia social aqui na UFRJ, com algumas pesquisas precisamente sobre deslocamentos forçados e causa das questões meioambientais. A gente vem problematizando duas questões que eu acho muito interessantes. Quando a gente se depara com esse vácuo, né, institucional e internacional para esse reconhecimento, e eu entendo que nós, como acadêmicos, temos aí uma grande responsabilidade para marcar a pauta desde as análises dos resultados para as agências internacionais e as diferentes instâncias governamentais também, da política nacional, locais e internacionais, fazer essa mudança. E acho que isso é um grande compromisso de nós, pensadores das migrações, de aqui para frente. E ali destaco a importância da gente trabalhar com a categoria de desastres socioambientais e não simplesmente ambientais. E ali a gente entendendo a implicação política, social, cultural, que trazem essas conjunturas que cada dia, como bem você nos explica, são mais frequentes, recorrentes e que tomam diferentes matizes para conseguir as certificações e os auxílios e tudo aquilo. Eu acho que ser refletida de uma perspectiva socioambiental não é novo, né? É uma questão que também já os especialistas em desastres vêm colocando há décadas. E aqui no Brasil, eu acho que também a gente tem que destacar um importante aporte, que é a categoria de racismo ambiental, que está se trabalhando com muita contundência já, poderia dizer, nos últimos 5 anos, para compreender os diferentes processos que acontecem com as vítimas desses desastres socioambientais, que nitidamente está para o território sul-americano, muito ancorados com, e também caribenho, latino-americano, poderíamos estender até o México, ancorados com uma questão de racismo ambiental, baseada na estrutura do racismo estrutural que temos nas sociedades. E aí também destaco mais ampliamente, além disso, como a grande importância, que eu até acho que vocês talvez que estão vindo de visita, conversar com a gente, a grande importância também do Brasil, hoje em dia, em marcar essa pauta para um giro epistemológico baseado em uma análise racial. E não deixem de ir para as livrarias, não deixem de passar, porque é muito estruturante. Desde aí, eu gostaria de encerrar minha fala assim, também agradecendo para a organização do evento e destacando a importância que cada uma e cada nós da gente tem, nós brancas, eu como mulher branca, de problematizar precisamente esse lugar de fala na construção das pesquisas. E como migrante também, voluntária desde esse privilégio, reconhecendo que no passado, possivelmente da minha linha, muitos dos meus antepassados deslocaram pessoas ou forçaram pessoas para vir forçadamente desde a África até aqui, escravizadas, ou tiraram pessoas indígenas desses territórios para fazer suas metrópoles. Me comprometo e continuo trabalhando para fazer um estudo crítico sobre as migrações com uma lente nitidamente para um giro de análise racial e interseccional com gênero. E assim, eu agradeço mesmo, parabéns, Sandra, e questionando também. Catarina, por favor, lembre o nome completo do seu programa, que eu nunca lembro. Psicossociologia de Comunidades e Ecologia Social, EICOS. Então, na verdade, a nossa base já era ambiental e social, e nós, eu e você no caso,
nós introduzimos a problemática migratória Sim. num campo que já existia na psicologia social. Sim, sim, estamos daí. Eu destaco também o trabalho da linha 1 nesse caminho, em interlocução com a linha 2. E aqui no Rio de Janeiro, eu destaco também a importante parceria com o programa de educação da Unirio, com o grupo de pesquisa GEASUR, do grupo de pesquisa também de estudos decoloniais, da professora Cláudia Miranda, para entender isso. Em ampla, há muita produção online, etc. Alors, la seule étudiante brésilienne que j'ai eue parmi les 25 étudiantes de thèse a fait sa thèse sur la question environnementale, précisément, et notamment sur les conflits d'intérêts dans la définition des politiques publiques locales entre le développement du tourisme et la question environnementale. Et donc, elle s'appelle Andrea Souza Dantas. Maintenant, elle est professeure à l'université de Bahia, peut-être, et elle va venir habiter pour un an à Paris pour travailler sur aussi l'impact des Jeux Olympiques, comme elle a vu sur le Brésil, pour le moment des Jeux Olympiques brésiliens. Bonsoir. Merci, professeur Catherine. J'ai résumé tout à partir. Je vais prendre le thème de l'immigration générale. Il y a une inquiétude particulière par rapport au respect du droit de l'être humain, par rapport au choix à la liberté, du choix de se déplacer, ou la liberté à la personne de refuser de se faire déplacer. Récemment, il y a eu une situation par rapport à la guerre entre la Palestine, entre Gaza et l'Israël. Je crois que d'autres personnes m'ont appris aussi qu'il y aurait des discussions entre l'État d'Israël et certains pays, par exemple en Afrique, le Rwanda ou le Congo, pour faire déplacer certains Gazaouis vers ces pays. Ça, c'est une forme de violence parce que il faut tenir compte de certains facteurs socio-économiques et socio-culturels pour pouvoir faire déplacer des personnes du jour au lendemain vers une terre non choisie. Donc, on parle de l'immigration choisie, mais moi, mon inquiétude, c'est que j'observe avoir une régression dans certaines politiques d'immigration. Il y a aussi l'Angleterre qui est en train de refuser, dans sa politique, en train de prévoir déplacer certains immigrants venus d'Asie ou de part du monde vers d'autres pays comme le Rwanda et ils sont en train de vouloir signer un pacte avec le Rwanda. Donc c'est une grande inquiétude. Donc c'est la réflexion, c'est une observation, mais en même temps, je nous demande quelle réflexion faisons-nous par rapport à l'avenir du droit de l'être humain par rapport à la mobilité. Quelle réflexion pouvons-nous faire? Est-ce que la mobilité et le droit de l'être humain de choisir pour qu'il peut se déplacer est en danger dans un futur où nous voyons que le futur est rose pour l'être humain dans sa quête de se déplacer, de rechercher une vie meilleure selon son choix et ses conditions de vie. C'est très important que le droit à la mobilité, c'est ce qui a un peu sous-tendu notre langue tout au long de ces 3 jours, et c'est un sujet particulièrement sensible parce que, comme droit de l'homme, les 2 tiers de la population mondiale, comme je le rappelle, ne peuvent pas circuler librement à cause du système des visas. Si vous avez la chance d'avoir un passeport européen ou d'autres, mais américain, canadien, etc., japonais, sud-coréen, vous pouvez circuler dans presque le monde entier sans visa. Si vous êtes les plus mal placés, c'est les Afghans, puis après il y a les Érythréens, etc., les Somaliens, et bien vous pouvez quasiment aller nulle part avec votre passeport. Les gens disent on a des passeports qui ne valent rien, parce qu'il faut demander un visa, quel que soit le pays où vous pouvez aller. Donc là, il y a une inégalité flagrante à l'échelle mondiale, dans un monde qui bouge, où la mobilité est considérée comme une forme de modernité à peu près partout,
avec 2 tiers de la population de la planète qui ne peut pas circuler librement. C'est un sujet central, on continuera, je pense, à mobiliser beaucoup, mais ce que je veux dire à votre question, c'est que heureusement, si je veux dire, pour l'instant, l'idée de faire de l'Afrique un dépotoir de ceux dont on ne saurait pas commettre, eh bien, en fait, ça a été quand même en Angleterre, la Chambre des Lords a refusé qu'on demande au Rwanda de faire le tri des demandeurs d'asile pour le compte de l'Angleterre. Pour l'instant, ça n'a pas été acté. Il y a une tentation. Le parti politique allemand d'extrême droite de l'AfD avait envisagé de façon secrète dans une région qui avait lieu à Potsdam pendant l'hiver une déportation de tous les Arabes et autres blacks et dans un pays d'Afrique, on ne savait pas très bien lequel, vous avez parlé d'un pays du Maghreb, je ne sais pas. Dans tous les cas, c'était juste une sorte de déclaration comme ça, mais qui n'avait aucune fiabilité. Donc je pense que pour l'instant, ce sera quand même très difficile de mettre en œuvre une mesure qui est contraire au droit d'asile. Parce que le droit d'asile de la Convention de Genève dit que pour demander l'asile, il faut être sur le terrain, le territoire du pays où on veut avoir l'asile. Donc l'idée que l'on va faire le travail disons, en amont dans des pays lointains pour ne pas avoir les gens sur place, pour l'instant c'est une tentation d'une partie d'extrême droite, mais la faisabilité me paraît quand même extrêmement difficile. Non mais ça, moi je suis en train de... J'essaie encore de penser à peut-être à une autre synthèse, à partir de cette synthèse-là, parce que justement on a l'habitude, bon, comme vous devez le savoir, nous avons publié de toute façon, nous avons avancé, nous comptons élaborer une publication à partir de ces interventions-là, donc on aura le temps de penser avec plus de sérénité, je veux dire, parce que la question n'est pas simple, est complexe et diverse, e vraiment ça vaut la peine de l'investir. Fora isso, se não tem mais perguntas, acho que também é bom para a gente poder continuar conversando fora do quadro formal, que não é o ideal para trocar ideias com mais profundidade. Então, se não tem mais perguntas, quer? Então, temos mais uma ou duas, temos. Obrigado, professor. Eu queria fazer uma pergunta sobre o tema das minorias, né? O professor estava falando aqui da importância da questão das diferenças e tudo mais. O nosso colóquio tem como tema do acolhimento à inclusão. A professora Caterine tem um artigo muito bom sobre minorias, e aí eu queria solicitar a ela que comentasse uma frase do artigo que diz assim: c'est souvent dans l'utopie d'État homogène que les minorités ont été réduites au silence, persécutées, massacrées. Donc, est-ce que vous pouvez commenter ça, s'il vous plaît? Assim, na minha visão, a riqueza, na minha visão, essas diferenças com as quais a gente convive que são realmente a riqueza da vida. E quando a gente começa a querer fazer um Estado homogêneo, como ela diz no artigo dela, é que a gente perde essa riqueza. Então, Vous avez posé des questions avant le colloque sur les 3 points, et priorité, je vous ai envoyé sur ces parties. Il y a dans une revue à comité de lecture qui s'appelle Matériaux, qui est une revue de
la bibliothèque, c'est un détail. Voilà. Et une chercheuse qui avait interviewé sur la minorité, elle travaille là-dessus, Eva Tartakovsky, et j'avais écrit ça. Parce que, en fait, la plupart des pays qui ont cru au mythe de l'homogénéité ont été perdants, historiquement. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont beaucoup perdu avec la richesse qui était introduite par la diversité de leur population, même si aujourd'hui, comme je disais, notamment pour l'Europe, il y a l'idée que l'homogénéité est l'idéal du fonctionnement d'un État, alors que c'est complètement faux. Les grands États, les grands empires ont été des États extrêmement multiculturels, et cette multiculturalité a été une force de créativité considérable, compte tenu de toute la diversité des populations. Et je vais voir là-bas, je parle de l'Empire ottoman, de l'Empire hongrois, de l'Empire russe et de d'autres grands pays multiculturels. Donc l'idée, le mythe de l'homogénéité culturelle comme idéal politique est un mythe complètement faux, si j'ose dire, faux. Même le Japon, c'est un mythe, c'est pas une réalité, mais enfin, aujourd'hui, le Japon, par exemple, pour prendre un exemple, c'est un pays qui valorise ce qu'il considère être la pureté de la population, la pureté ethnique, alors que l'histoire est sans doute assez différente. Mais en fait, aujourd'hui, le Japon, par exemple, est un pays qui a besoin d'immigration, de travail assez ordinaire, et qui ne peut attirer que des élites. Que des élites, alors qu'ils n'ont pas besoin d'élites. Au Japon, les gens sont très bien formés, etc. Et voilà. Et ils ont à peu près 2%, 2,5% d'immigration, mais ils ont besoin de gens pour garder les personnes âgées. C'est un pays parmi les plus vieux du monde en termes de population. Ils ont besoin de gens pour nettoyer les rues et faire d'autres métiers, mais ils veulent se donner une image internationale d'un pays qui attirerait les élites du monde entier. C'est pas vrai parce que le Japon, j'ai déjà parlé la langue, c'est compliqué. Et en fait, là-bas, si on veut vraiment travailler au Japon comme dans des métiers très, très qualifiés, il faut pouvoir partager un peu la vie de la population, ce qui n'est pas très, très facile. Donc en fait, l'idée qu'on est heureux en étant homogène, c'est une idée qui est complètement fausse, et la plupart des États, certains États d'Europe centrale et orientale, qui met en avant cette logique, n'ont pas été gagnants avec ce mythe de l'homogénéité culturelle. C'est pour ça que c'est important d'insister sur les minorités, même si en Europe, les minorités sont très mal vues par un certain nombre. Mais ça, les États-nations ont essayé de casser ces logiques de minorité pour mieux diriger. Et aujourd'hui, l'expression des minorités dans beaucoup de régions du monde, et notamment dans les pays européens, est quand même extrêmement difficile. Mais c'est une richesse. Je crois que André aussi avait parlé un peu de cette histoire-là. À moins que ça soit en dehors du cadre du colloque, on avait parlé un peu de. Toi-même, tu avais cité cette réalité multiple avant l'invention, la création de l'idée de l'utopie, justement, de l'État-nation. Mais moi, ce qui m'inquiète le plus, en fait, c'est que de ce côté-ci de la planète, nous, en tant qu'Américains, Américains du Sud, nous avons toujours vécu avec l'utopie justement de la diversité. Je peux vous dire que jusqu'à la fin des années 90, peut-être jusqu'au début des années 2000, ici au Brésil, peut-être l'un des mots les plus mis en valeur dans le langage aussi bien savant que journalistique était la différence, la diversité, la multiplicité. Je me souviens même que quelqu'un disait, par exemple, me disait à moi, quand le Brésilien te dit c'est différent, il veut dire en fait c'est bien, c'est positif. Alors que depuis que ce chose dont on a parlé la dernière fois, c'était hier ou avant-hier, avec l'avancée de l'extrême droite, avec l'organisation d'une extrême droite transnationale ou internationale, là, la dynamique s'inverse. Ici au Brésil, pasmem, comme on dit en portugais,
l'un des mots d'ordre de la campagne électorale de Bolsonaro, par exemple, portait sur l'identité brésilienne et la sauvegarde de l'identité brésilienne de la menace islamique, par exemple. Alors qu'au Brésil, comme je vous l'avais dit, la population musulmane est de quelques peut-être dizaines de milliers, pas plus que ça. Pas plus que ça. Mais le thème est porteur. Et bon, ce n'est pas ça qui m'intéresse, qui m'inquiète en fait. Ce qui m'inquiète, c'est que nous, aujourd'hui, nous, Sud-Américains, nous copions ce discours-là, je dirais peut-être encore une fois, quoi. En tant que région coloniale, on reproduit le même discours. Ça me rappelle un peu l'idée de la mode ici au Brésil. Jusqu'aux années 50 ici au Brésil, les femmes portaient de la fourrure. Vous avez 46 degrés parce que c'était à la mode avant. Sauf que porter un truc de fourrure, c'est grave pour les femmes, c'est vrai, je le reconnais, mais commencer à condamner la multiplicité ou la diversité, ça devient plus inquiétant. Et ça fait justement que nous avons deux positions, au maximum trois peut-être, complètement cristallisées et il n'y a plus de débat possible. Sidney. Pardon. Sidney, acho que Sidney queria falar. Eu creio que é a última consideração. Professora, obrigado pelas suas considerações. Mas queria comentar uma questão importante, inclusive está ali no título do colóquio, né? Essa questão da inserção dos migrantes, ou seja, eu ouvi várias vezes a categoria integração. Me parece que integração é uma categoria que remete a uma relação de poder, uma relação de imposição. Você deve se integrar, você deve se assimilar, né? Ainda nos moldes do passado, do século XX ainda. Aqui no Brasil nós tínhamos uma política de assimilação dos imigrantes, né? Então, obrigava-se à integração deles no contexto nacional, no contexto econômico, cultural. Hoje se fala, então, eu creio que a palavra, o conceito mais apropriado seria inserção, que é um processo de negociação do ponto de vista também da reivindicação de acesso a direitos, uma negociação cultural, etc. Então, queria que você comentasse um pouco sobre isso e como pensar migrações hoje em dia nesse contexto globalizante ou de cerceamento, de não mobilidade, né? Temos falado da mobilidade e da não mobilidade dentro do contexto capitalista. Como pensar, sem fazer uma crítica ao sistema? Tout d'abord, je ne crois pas que j'ai beaucoup utilisé le terme d'intégration dans ma présentation, parce que ça a été assez peu cité d'ailleurs comme terme pendant le colloque, et je pense que vous avez raison de parler d'insertion. Le terme d'intégration, il vient souvent de l'État, donc ça vient du haut, si je veux dire, c'est imposé, c'est top-down, comme disent certains, mais souvent les pays de départ n'aiment pas d'ailleurs ce terme-là, parce qu'ils disent nous on ne veut pas de l'intégration, on veut garder la culture, que nos migrants gardent leur culture. Donc il y a eu beaucoup de critiques de la part des pays de départ, maintenant on trouve moins, mais sur le thème de l'intégration. Ça c'est un premier point. En même temps, beaucoup de pays de départ, et ça fait partie des outils, de la boîte à outils que je vous ai indiqué, je n'ai pas beaucoup parlé de la double nationalité, mais en même temps, les pays de départ l'acceptent de plus en plus. S'ils ont pris conscience qu'ils sont devenus des pays de transit et d'immigration, ils acceptent aussi de plus en plus que leurs migrants, c'est notamment vrai de beaucoup de pays d'Amérique latine, et pas seulement des pays d'ailleurs, de la Turquie, que leurs migrants soient double nationaux. Ça veut dire qu'ils acceptent implicitement qu'il y ait une double insertion, une double identité, souvent avec aussi la possibilité de voter dans le pays d'origine et dans le pays d'accueil, etc. C'est un instrument de leur diplomatie des migrations. Donc ça, c'est un aspect très important et très utilisé par le Mexique, aux États-Unis et par d'autres pays latino-américains qui ont une migration importante aux États-Unis, mais c'est vrai aussi en Turquie, c'est vrai dans plusieurs pays du Maghreb qui ont des électeurs et dans le pays de départ et dans le pays d'accueil, effectivement. L'insertion, c'est un choix. Il ne faut pas oublier que toutes les politiques antérieures, jusque
jusqu'aux années 60, il faut que les États-Unis, c'était une politique d'assimilation. Les États-Unis ont abandonné l'objectif de l'assimilation dans les années 1960. Donc c'est très très tard en réalité. Et en France, on a abandonné le terme dans au milieu des années 70. En fait, obrigado Sidney pela observação, por quê? Porque na verdade, o seguinte, o título do colóquio e o tema, meu tema atual de pesquisa, o tema atual de pesquisa do meu grupo de pesquisa e as politics que organizou esse evento. Nesse momento mesmo, estou produzindo um trabalho sobre isso com o João Paulo Rossini, mas a questão é a seguinte. Primeiro, como a gente trabalha a partir de uma lente teórica epistemológica, que é o intercultural como é entendido em psicologia social, que pressupõe a aceitação do outro, a atenção ao outro, a aceitação da diferença. Antes, na verdade, do intercultural, você tem o intersubjetivo, o interpessoal, e é a questão, por que a gente usa essa questão do intercultural? Justamente para não poder, a gente não se dá a autoridade de pensar sem o outro. A gente não se dá o direito de pensar no lugar do outro. Então, a ideia do intercultural é a seguinte: a gente primeiro tem que ouvir o que o imigrante espera, o que ele quer, como que ele se define. Por exemplo, você falou da integração, e a gente, para botar esse título, tinha vários vocábulos possíveis. Mas a ideia, na verdade, seria o sucesso migratório. O que seria um sucesso migratório? Ontem eu perguntei para o Prévert, do nome da filha dele, também, não quis falar isso em público, mas se a esposa dele era brasileira ou era de outra origem, justamente nesse sentido, porque a questão que se coloca, o sucesso migratório seria mensurável? Bom, a literatura a gente estudou, não tem nenhum problema não. A gente sabe justamente da questão da passagem da assimilação para a integração, para a aceitação da diversidade e tudo aquilo. A gente sabe também que os parâmetros sociológicos que se usam de alguma maneira para avaliar esse sucesso são muitas vezes, não, na verdade tem uma coisa bem estratificada, materiais, sociais, etc. Vai como se fosse uma coisa, aí você vê mais uma vez uma coisa sistêmica, uma coisa evolutiva, uma coisa, ou seja, um pensamento não complexo, um pensamento simples, um pensamento positivista. A questão que nos interessa é justamente qual o vocábulo que a gente vai usar para designar esse objeto que nos inquieta, que até nós não sabemos exatamente o que é, precisamos ainda aprender a escutar para ver o que o imigrante quer, e depois disso encontrar justamente, talvez não uma fórmula matemática, mas alguns indicadores. Talvez o círculo de amizade seja a coisa mais importante na vida de uma pessoa. Talvez a criação, a produção de uma família. Talvez cada um tenha a sua sensibilidade. Então, na verdade, vou até lhe falar que eu escolhi, entre todos os vocábulos possíveis, escolhi, na verdade, a inclusão apenas pela, digamos assim, talvez, uma coisa mais fonética, a passagem do acolhimento. Pela sonoridade, obrigado. E também eu mesmo sou várias vezes intercultural, que na verdade eu acho que pense primeiro em francês. Porque quando você coloca em francês de l'accueil à l'inclusion, eu acho que sonoramente, justamente, muito agradável. A pertinência teórica não está garantida, mas tem a provocação, como diria talvez Bruno, para a gente pensar outras camadas que a gente não suspeita quando fica numa perspectiva totalmente funcionalista e sistêmica. Então, na verdade, não é uma resposta, seria muito mais uma pergunta, e fico feliz que essa pergunta te tocou. Gente, eu acho que vamos fechar, mas eu não posso deixar de falar para vocês, antes de fechar, agradecer mais uma vez imensamente
parabenizar não a nós, a vocês, a todo mundo. Nós, como se fala aqui, tem uma, sabe, aquela coisa do Ubuntu. Aqui no Rio de Janeiro temos também uma coisa quase igual. Sabe qual é? Tamo junto. Tamo junto. E tamo junto. Você escreve junto. Tamo junto. Então, primeiro, muito obrigado a vocês. Meus parabéns para todos nós. Mas, um agradecimento muito especial para a equipe da tradução, que todo mundo elogiou. Eu vou dizer mais uma vez. Olha só, como a gente aqui nessa família temos essa sensibilidade, eu queria falar para o pessoal da tradução que eu recebi um elogio muito bom de vocês, não de mim. Que é o seguinte, não apenas a tradução é boa, a voz e o timbre são bons. Foi muito agradável ouvir vocês, foi prazeroso ouvir vocês. Então, mais uma vez, muito obrigado. E mais um agradecimento super especial, que eu volto a lembrar para vocês que eu falei no início, que na verdade os funcionários estão oficialmente em greve. Eu, evidentemente, também como funcionário, como cidadão, eu apoio essa greve. Claro que me convenço da utilidade, não, da necessidade da greve. Mas os funcionários daqui da CPM, da Escola de Comunicação, garantiram para a gente não um serviço mínimo, não, um serviço completo. E por isso, mais uma vez, muito obrigado.